Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 155 milliards de francs CFA pour financer les 12 programmes prioritaires de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal. Le programme de 4 axes a été lancé ce matin. La souveraineté numérique est le maître mot du nouveau plan et c'est notre débat de ce soir avec des acteurs du secteur. Tidiane Seck, expert en stratégie numérique, et Ismaël Camara, consultant spécialiste du numérique. Nous débattrons des nouvelles ambitions du Sénégal dans le domaine de la technologie. À la une également de l'actualité de la perturbation dans l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur en grève de 72 heures. Les étudiants de Sana rappellent l'État et le SAES au dialogue. Processus de paix en Casamance. Les acteurs saluent la signature d'un nouveau protocole. Ils restent sceptiques en revanche quant au sort réservé au chef de l'aile sud. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le président de la République a procédé ce lundi au centre CICAD au lancement de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal dénommée New Deal technologique, déclinée autour de 12 programmes prioritaires d'un montant global de 1105 milliards de francs CFA. Ce projet vise à positionner notre pays comme un leader régional en matière de technologie. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne. Le Sénégal intensifie ses efforts dans le domaine du numérique. Le président de la République a lancé à Diamniadio le New Deal technologique. Notre pays veut, à travers cette stratégie, figurer parmi les 3 premiers exportateurs africains de services numériques d'ici 2030. Le plan prévoit la création de 500 start-up et la formation de 100 000 diplômés dans les filières numériques. La digitalisation de l'administration et des services publics, notamment les services cadastraux, la gestion du foncier, le dossier patient informatisé, l'état civil dématérialisé, la facturation électronique, la télémédecine, le e-learning entre autres, est une priorité absolue. Elle est la pierre angulaire de cette transformation digitale. Beaucoup de nos concitoyens font face à des processus longs, coûteux, et parfois inefficace pour accéder à l'information ou effectuer des démarches administratives de base. Pour réussir ce projet, décliné autour de 12 programmes pour un montant global de 1105 milliards de francs CFA, l'État doit régler au préalable le manque d'infrastructures numériques et l'absence de gouvernance. Ce qui a constitué en fait les échecs, les principaux échecs donc, des stratégies précédentes, et cela malgré l'argent d'investissement massif qui a été fait, près de 1300 milliards pour la CIP 2025, c'est pas par le manque de volonté, c'est parce qu'on n'avait pas un socle organisationnel qui nous permettait d'avoir une stratégie cohérente avec tous les acteurs et qu'on avait des projets qui étaient assez dispersés, sans capacité de les évoluer, mais également sans pour autant qu'on ait un schéma directeur global qui puisse justement aligner toutes les stratégies. Selon Isidore Diouf, directeur général de Sénégal numérique, pour le suivi, un conseil national du numérique composé de 20 membres est installé. Le 10 conseil est rattaché à la primature. Oui, Abdou, la feuille de route est ambitieuse et le Sénégal ne doit pas rater ce tournant numérique. C'est l'avis de plusieurs acteurs du secteur, interrogés par Mamadou Ndiaye, reportage. Le New Deal technologique est la nouvelle feuille de route du Sénégal pour faire du numérique un levier de développement économique et social. Ce programme repose sur 3 axes majeurs: la souveraineté numérique, la digitalisation du service public, le développement de l'économie numérique. Nous sommes dans une ère nouvelle où la technologie impacte profondément nos sociétés et nos économies. Partout, le numérique constitue un levier incontournable pour accroître la compétitivité,
affirmer la souveraineté et favoriser la prospérité. En Afrique, cette transformation s'impose comme une nécessité stratégique. Avec cette stratégie, le Sénégal entend repenser son modèle de développement en misant sur l'innovation et la recherche technologique. L'objectif est de s'inscrire dans la dynamique de la stratégie nationale Sénégal Vision 2050 qui place la révolution numérique au cœur des priorités du pays. Le New Deal technologique couvre plusieurs aspects. Il faut d'abord penser à la modernisation des infrastructures numériques. Il y a aussi le déploiement de réseaux haut débit sur l'ensemble du territoire. Mais il faut retenir aussi ce qu'on appelle la gouvernance et la cybersécurité. Là, il faudra tout simplement renforcer les politiques de protection des données, par exemple. Il faut vraiment mettre en place l'infrastructure nécessaire, mettre la cybersécurité, contrôler nos données. Sur la partie digitalisation, il faut revoir nos données publiques où ils sont, les digitaliser de manière et aussi les sécuriser. Et sur la troisième partie, il faut donner plus de pouvoir aux startups locales, leur donner du financement pour qu'ils puissent conquérir vraiment le monde. Cette stratégie, quand on regarde bien le document, peut permettre quand même à l'État du Sénégal donc d'avoir une gouvernance numérique qui est centralisée, mais également qui peut être efficace si le New Deal technologique veut vraiment mettre fin à la fragmentation des projets et donc optimiser les ressources. L'un des défis majeurs sera de rendre le numérique accessible à tous, notamment en facilitant l'accès à Internet et en renforçant la formation au métier de digital, un chantier stratégique qui pourrait positionner le Sénégal comme un leader du numérique en Afrique. Et ce nouveau plan prend en compte la construction de nouvelles infrastructures de connectivité. Et vous allez le voir dans ce reportage à Sédhiou, c'est dans le sud-est. Nombreux sont les villages hors connexion. Reportage Bakary Conté et Kadi Djamé. L'accès au numérique est un véritable calvaire pour les populations de certaines localités de la région de Sédhiou. Effectivement, nous avons un problème de connexion. Tout récemment, on nous a implanté une antenne, mais cela n'est pas, c'est pas suffisant. Jusque-là, il y a des villages qui ont problème de réseau, un problème de connexion. Surtout Marandan, ou Sombondu, je dirais même Mankono. Nous avons un problème de connexion. Oudoukar aussi, notre chef-lieu de commune, nous avons un problème de connexion. Vraiment, ce que nous déplorons, si nous vraiment on peut avoir, c'est le 4G que nous avons, si on peut avoir le 5G, vraiment ça nous fera plaisir. Nous avons des parents qui sont à l'étranger, comme à l'Espagne, France, Italie, un peu partout. Vraiment, ils ont du mal pour nous joindre à partir de l'Internet. Boubacar Barry, habitant de Sédhiou, abonde dans le même sens. Surtout à Sédhiou, des fois il y a un problème de réseau, il y a un problème surtout à Sédhiou ici même. Surtout les villages, si tu passes là-bas, tu ne peux pas avoir des connexions. Des fois, tu es là-bas, tu ne peux pas connecter, tu as rien connecté, mais tu ne peux pas connecter parce qu'il n'y a pas de réseau. Des fois, il faut que tu te déplaces pour avoir des réseaux. C'est un peu difficile. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs d'activité utilisent Internet, mais souffrent. L'Internet est indispensable parce que c'est à travers l'Internet qu'on puisse en prendre, donc qu'on travaille aussi. Donc sans l'Internet, je crois que il y a beaucoup de situations qui ne peuvent pas être réglées. Actuellement, avec les structures de jeunesse qui sont là, ils travaillent avec la connexion et aussi surtout dans le domaine du commerce. Voilà, donc on voit les commerces en ligne, on voit les ventes en ligne. Donc tout ça se fait à travers la connexion. Donc je crois qu'à l'instant où nous vivons, donc la connexion est indispensable. Les populations du Pakao demandent à la Sonatel et les autres opérateurs d'installer des équipements de qualité pour satisfaire la demande des clients. Le lancement de la nouvelle stratégie numérique, c'est notre débat de ce soir dans Soir d'Info avec Tidiane Seck, expert en stratégie numérique, et Ismaël Camara, consultant et spécialiste du numérique tout à l'heure. Dans l'actualité également, après l'annonce par le Premier ministre Ousmane Sonko de la signature d'un protocole d'accord par l'État et le MFDC à Bissau, les acteurs de la paix en Casamance saluent cette avancée, mais ils restent sceptiques en revanche quant au sort réservé au chef de l'aile sud du MFDC qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Explication Boubacar Diassi. L'annonce par le Premier ministre Ousmane Sonko de la conclusion de travaux en vue de la signature d'un accord de cessez-le-feu par le MFDC et l'État
ce week-end à Bissau est positivement accueilli par les acteurs du processus de paix dans le sud du pays. Nous ne connaissons pas bien le contenu de cet accord-là. On ne prendra pas le risque de nous prononcer là-dessus, mais nous pouvons tout de même nous réjouir de cette avancée, qui est une avancée considérable dans le processus de paix en Casamance. Le 4 août 2022, il y a déjà eu un accord qui avait été signé, paraphé par le comité ad hoc et César Atoute Badiate en présence de Lansana Fabouré qui était là au nom des comités. Aujourd'hui donc c'est le prolongement de ce travail-là et je pense que c'est un acte important puisqu'on parle de dépôt des armes. Car la région naturelle de Casamance a besoin d'une paix effectivement durable pour une mise en œuvre optimale du plan Diomaye pour la Casamance. Ce plan ne peut être viable que si la paix revienne en Casamance et que les zones sont dominées et que les populations retournent à leur lieu d'habitation. Et donc il faut donner toutes les chances qu'il faut à ce plan Diomaye pour la Casamance qui est très ambitieux, il faut le reconnaître pour la Casamance. Pour que les populations réfugiées et déplacées puissent revenir s'installer dans leur village et que les activités socio-économiques puissent être relancées sans oublier le déminage qui est compris dans le plan Diomaye pour la Casamance. Donc c'est un pas qui pourrait être un jalon important vers l'effectivité de toutes ces actions sur le terrain. Après cette annonce faite par le Premier ministre Ousmane Sonko, une série de questions se posent. Puisque César Atoute Badiate qui a paraphé le document est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. On le sait lors du procès lié à la tuerie survenue dans la forêt classée des Bayotte Est en janvier 2018. Il a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis lors, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Bon, on sait que dans les points soulevés dans ce dit document paraphé entre le MFDC et l'État, il y a la demande de grâce présidentielle, mais également l'amnistie que demande les MFDC. Est-ce que César va figurer sur la liste que l'État a demandé au MFDC de lui fournir? Nous l'espérons. Autant de choses qui peuvent donc susciter peut-être des inquiétudes. Mais quoi qu'il en soit, la chance de voir le processus de paix en Casamance aboutir semble de plus en plus importante, notamment après ce dépôt des armes par la faction Jakaï du MFDC, suivi de cette destruction publique des mêmes armes ici à Mamatoro. Une réunion préparatoire de la conférence des 50 ans de la CEDEAO s'est tenue ce matin à Dakar sur initiative de Africadium Center. Cette rencontre qui a réuni des experts et des acteurs de la société civile de l'espace communautaire vise à réfléchir sur les défis à relever. L'organisation fait l'objet de beaucoup de critiques, vous le savez, et les acteurs sont convaincus qu'il faut agir ensemble pour trouver des solutions. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Ce sont des experts, des membres de la société civile des pays de l'espace CEDEAO qui ont répondu à l'appel d'Africadium Center. L'objectif est de voir d'abord comment mobiliser. Mobiliser toutes les énergies, mobiliser les États, mobiliser la société civile, mobiliser tous les segments de la société pour quand même ausculter la CEDEAO. Ausculter la CEDEAO, donner à cette organisation un nouveau souffle, la CEDEAO qui fait l'objet de nombreuses critiques. C'est pourquoi ils ont opté pour cette thématique, changer ou périr. La CEDEAO aujourd'hui est malade, ça il faut le reconnaître. La CEDEAO manque de légitimité, la CEDEAO manque d'attractivité, surtout du côté de la jeunesse. Nous avons vu une jeunesse aujourd'hui qui a soutenu les coups d'État militaires et les dictateurs militaires en place. Mais tout cela aussi, il y a bien sûr, si vous voulez, des alliés de la CEDEAO, notamment la France, qui maintenant est un bouc émissaire très facile à agiter, voilà, pour, comme on dit, mobiliser les jeunes. Les défis à relever sont nombreux. La paix, la stabilité, la sécurité, l'extrémisme violent, l'intégration globale. À cela s'ajoute la sortie des 3 pays membres de l'AES. Ils sont sortis également d'une manière très peu démocratique. Il y a pas de... Ce sont des officiers qui se sont levés pour dire écoutez, on sort et on crée l'AES. Ça crée de la vulnérabilité.
surtout par rapport à des pays qui ont des velléités de ne pas respecter le protocole additionnel. Aujourd'hui, on est confronté à des difficultés avec la Guinée-Bissau, qui a reporté les élections, confronté aussi à des difficultés avec la Guinée-Conakry, confronté à des difficultés, si vous voulez, aussi avec la Sierra Leone. Donc, on doit examiner toutes ces questions. Afrikajom Center est convaincu qu'il faut une réflexion collective pour trouver les remèdes, définir les axes, les principaux défis à aborder lors de cette conférence. Merci Alassane. L'actualité, c'est aussi le mouvement d'humeur dans le secteur de l'enseignement supérieur. Les universités sénégalaises paralysées aujourd'hui à cause de la grève de 72 heures décrétée, vous le savez, par le SAES, et mouvement d'humeur bien suivi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et ce sont les étudiants qui appellent l'État et le SAES au dialogue. Reportage Ousseynou Diop à Bipsec. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété une grève de 72 heures dans toutes les universités sénégalaises. À l'UGB, plusieurs étudiants ont quitté le campus aujourd'hui pour rejoindre leur famille. Pour Ibrahima Dia, étudiant en deuxième année à l'université de Sanar, cette grève de 72 heures impacte négativement sur le quantum horaire. Il appelle les nouvelles autorités à dialoguer avec le SAES. Puisque c'est un nouveau régime, une rupture, oui. Ils doivent le démontrer à travers l'éducation. Car, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Pour Seynabou Diop, les étudiants dans les universités sénégalaises sont aujourd'hui pénalisés à cause des grèves répétitives dans les universités. Nous voulons faire d'autres activités pendant les vacances, mais nous sommes obligés d'attendre. Pour terminer une seule année à l'UGB, on est obligé de faire une année de plus. Dans le privé, par contre, les étudiants sont en deuxième année. Tout cela à cause des grèves dans les universités. Les étudiants de l'université Gaston Berger demandent au gouvernement d'entamer le dialogue avec les syndicalistes pour une année universitaire apaisée. Nous faisons appel à l'État pour qu'il essaie de réussir cette mission, pour nous pouvons démarrer les cours tranquillement sans aucun problème. Parce que oui, ça risque de perturber nos études, de constituer un frein pour nos études, alors que l'étudiant et notre économie ne le demandent pas. À l'université Gaston Berger, les étudiants n'ont pas fait cours presque depuis une semaine après la journée noire pour célébrer l'anniversaire de l'assassinat de 2 martyrs la semaine dernière. Le SAES a entamé aujourd'hui une grève de 72 heures. Et le Premier ministre rencontre les partenaires sociaux jeudi prochain, donc le 27, à partir de 15h. Et la rencontre, vous le savez, était initialement prévue à 9h. Elle aura lieu à partir de 15h. Santé frontalière à présent, beaucoup de Sénégalais traversent la frontière pour aller se soigner en Gambie, là où dans le même temps des citoyens gambiens font le chemin inverse. C'est ce qui ressort d'une étude faite par l'Institut de population de développement et de la santé reproductive de l'UCAD. Écoutons là-dessus le professeur interrogé par Dissa Prera. Alors, on a essayé quand même de faire un mapping, donc une cartographie des soins de santé transfrontaliers. On a vu qu'effectivement, sur cet espace transfrontalier, la recherche de soins de l'autre côté de la frontière est extrêmement importante. Par exemple, si on considère 10 ménages sénégalais le long de la frontière, 6 d'entre eux abritent des membres qui ont eu à traverser la frontière pour aller chercher des soins de santé. Mais que cette prévalence est beaucoup moins importante du côté de la Gambie, parce que alors qu'au Sénégal, comme je l'ai dit, sur 10 ménages sénégalais, il y a 6 qui comptent au sein d'eux des membres qui traversent pour aller chercher des soins en Gambie. Si on regarde du côté gambien, sur 10 ménages gambiens, il n'y a que 3 ménages qui comptent des membres qui ont eu à traverser la frontière pour chercher des soins de santé. Alors, on regarde aussi un peu ce qu'on appelle la combinaison, l'hybridation de ces soins de santé, et on se rend compte que les gens, ils traversent la frontière, mais tout en traversant la frontière, ils combinent les soins de santé. Ça veut dire que le Sénégalais qui va traverser la frontière pour aller chercher des soins en Gambie, il cherche aussi en même temps des soins au Sénégal. Et par exemple, sur 100
patients sénégalais qui traversent la frontière, 75 combinent ces soins de santé recherchés en Gambie avec des soins de santé dans leur pays. Cette prévalence est encore beaucoup moins importante en Gambie parce que là, on voit que sur 100 patients gambiens qui traversent la frontière, c'est environ 62 qui vont alors combiner des soins de santé au Sénégal et en Gambie. Le professeur Mohamedou Sall avec Dissa Prera, merci. Pour lutter contre l'agression de la forêt dans la zone de Koumpentoum, la mairie de Kotchaba-Wolof a trouvé une alternative avec l'appui d'un de ses partenaires. Il s'agit de capaciter les jeunes, vous allez le voir, des jeunes et femmes de la localité dans la fabrication de cuisinières solaires pour permettre aux ménages de diminuer l'utilisation du bois. Mamadou Diouf. Pour lutter contre l'agression de la forêt dans la zone de Koumpentoum, la mairie de Kotchaba-Wolof a trouvé une alternative avec l'appui d'un de ses partenaires. Il s'agit de capaciter les jeunes et femmes de la localité dans la fabrication de cuisinières solaires pour permettre aux ménages de diminuer l'utilisation du bois. Cet atelier d'aujourd'hui, un atelier de formation pour la fabrication des cuisinières solaires pour l'autonomisation des femmes, s'inscrit dans notre plan d'action prioritaire axé sur une stratégie communale d'adaptation au changement climatique. Parce que comme vous le savez, la commune de Kotchaba-Wolof dispose d'une forêt classée qui fait 102 000 hectares. Et cette forêt classée, elle est agressée. Cette forêt classée subit une forte pression de la part des exploitants forestiers, mais aussi de la part des populations. En tant qu'élu local, exécutif local, nous devons apporter des solutions. Dans une région avec une forte canicule où le climat atteint parfois les 45 degrés, le maire de la commune de Kotchaba considère cela comme un atout. C'est pourquoi il ambitionne d'exploiter le solaire pour lutter définitivement contre la pénurie d'eau dans sa commune. La plupart des forages sont en panne souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes de gestion à l'intérieur. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons décidé, avec cette option, dans notre, comme je l'ai dit tout à l'heure, stratégie communale d'adaptation au changement climatique, de se déployer résolument vers le solaire. Dans chaque village, il y a des puits qui sont là, où il y a de l'eau en abondance. Nous sommes en train de vouloir acquérir des pompes solaires. Ces pompes solaires vont nous permettre de puiser l'eau et de mettre ça à la disposition des populations. Ces idées innovatrices de la municipalité s'inscrivent dans son projet de mobilisation des communautés autour de leur vulnérabilité afin de les aider à convertir leurs difficultés en défis à relever. Pour espérer un... Et puis un mot de sport basket qualifié à l'Afro-Basket masculin 2025 sans concéder de défaite. Le Sénégal est déjà tourné vers la préparation pour reconquérir le titre. Voici le président de la fédération avec Cher Sadibou Diarra. L'élément n'est pas en place, nous y reviendrons. Et puis parabasket, le championnat de parabasket a débuté ce week-end avec un match d'ouverture qui opposait Talibou Dabo Parasport Club, une rencontre qui a tourné à l'avantage de la première équipe. Compte rendu, Cher Sadibou Diarra. Talibou Dabo Parasport Club donne un signal fort à ses adversaires dans le championnat de parabasketball. Au match d'ouverture de la saison, il a battu Wakam 24-21 et affiche son objectif. Il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu. Peut-être bon, c'est dû à la pression, mais nous avons travaillé pour pouvoir gagner cette finale. Et nous souhaitons bonne chance à l'équipe qui vient de perdre, l'équipe de Wakam. Et nous pensons qu'il pourra se rebuffer et pouvoir gagner d'autres matchs. Ça fait des années qu'on n'a pas joué une finale. Ça fait presque plus de 5 ans. Chaque fois, on n'arrivait même pas au stade de quart de finale. Et là, nous avons l'objectif de jouer une finale. Et nous travaillons pour ça. Le parabasketball, la locomotive du parasport sénégalais, qui réclame plus de soutien financier. C'est une satisfaction. Les gosses ont vraiment joué un jeu de qualité. Donc ça prouve que les deux côtés, on a bien travaillé des deux côtés. Bon, déjà, c'est rassurant. Et en même temps, avec le nouveau régime,
nous avons d'excellentes relations avec les sociétés parapubliques qui avaient refusé de soutenir le parabasket. En tout cas, jusque-là, ils nous ont rassurés, ils ont promis qu'ils vont accompagner le championnat parabasket. Donc, je lance un appel solennel en les invitant de venir soutenir le parabasket parce que c'est une discipline qui mérite d'être accompagnée. Le comité national paralympique a donc débuté son travail en attendant l'installation officielle du bureau par le ministre des Sports. Merci, cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite. On va parler du New Deal technologique avec des experts du secteur. Est-il un bon deal, ce deal? On va en parler dans un instant avec des sachants. À tout de suite.